Une nouvelle de Rodolfo Martinez, La route. Le chemin continue, inexorable. Je ne sais plus qui a prononcé ces mots, mais c'est sûr. Il avance sans arrêt, toujours droit, s'étendant avec une lenteur monotone vers l'horizon. Il ne s'arrête pas, moi non plus. À présent, le désert m'entoure. Du sable calciné et un soleil brûlant des deux côtés de la route. Tout est plat, comme une mer oxydée et solide. À peine 2 heures plus tôt, des arbres immenses laissaient tomber leurs branches molles sur l'asphalte. Si cette matière étrange est bien de l'asphalte, ça y ressemble en tout cas. Ensuite, toute trace de verdure a disparu. L'air est devenu sec et ardent, et le désert s'étendait devant moi. Malgré les années passées ici, je ne m'habituerai jamais. C'est logique. Ce monde n'a pas été conçu pour les humains, ni par eux. Hier, j'ai trouvé ce qui ressemblait à une station-service. Peut-être en était-ce une, qui sait. Je ne me suis pas arrêté longtemps. Après tout, ma mission ne consiste pas à admirer le paysage, mais seulement à parcourir cette route dessinée par un ingénieur taré d'origine extraterrestre et qui fait le tour de la planète comme le ruban d'un cadeau d'anniversaire. Du moins, c'est ce qu'ils prétendent. S'ils en étaient certains, je ne serais pas ici, à bord d'un cercueil métallique dans lequel je tiens à peine. La majeure partie de l'espace est réservée au combustible et aux provisions. La compagnie largue de temps en temps des ballons d'hydrogène avec des conteneurs de nourriture ou de ravitaillement par un turbojet, mais certains ne parviennent pas jusqu'au sol, ou bien ils tombent loin de la route. Et je ne peux pas la quitter. J'ai déjà essayé, mais cette maudite boîte de conserve a refusé de tourner. Je peux accélérer ou l'arrêter, la faire rouler plus ou moins haut, mais toujours sur la route, toujours dans les limites de ce ruban gris qui se réverbère comme un lac sale dans les zones de chaleur. Je suis resté à contempler la station-service quelques instants avant de repartir. Un véhicule vide était garé juste devant. Je n'ai vu ses occupants nulle part. J'ai attendu un moment, mais ils ne se sont pas montrés. Un craquement a ralenti dans le bâtiment. S'il s'agissait bien d'un bâtiment, mais comment en être sûr dans ce monde de folie ? Puis tout est redevenu silencieux. Je suis parti. Le véhicule appartenait à une compagnie rivale, et ce qu'il était advenu de ses occupants d'après la taille, j'ai supposé qu'ils étaient plusieurs, m'importait peu. Bientôt la station-service s'est retrouvée loin, avalée par la courbure de l'horizon derrière moi. Tout change, le paysage, le climat et même l'atmosphère. On peut sortir de ce qui ressemble aux ruines de New York pour plonger la tête la première dans un enfer d'ammoniac, en fusion, ou se retrouver d'un coup entouré d'une horde de monstres hurlants qui tentent de refermer leurs mandibules, ou ce qui s'y apparente, sur le turbojet. Tout change, rien n'est pareil, et le chemin se déroule encore et encore. Il fallait être dingue pour accepter ce maudit boulot. En fait, je l'étais. Du moins, c'est ce qu'a déclaré le juge qui m'a condamné. Je suppose que je ne parviendrai pas à mener ma tâche à bien. Personne n'y est encore arrivé. Les rares chanceux qui s'en sont sortis ont juste réussi à trouver une porte. Cela semble logique. Si quelqu'un avait terminé le travail, on ne m'aurait pas embauché. Les gens de la compagnie ont beau être des salauds sans scrupules, ils ne sont pas du genre à jeter leur argent par les fenêtres. Peut-être n'y a-t-il pas moyen de finir ce boulot. Ou pire même, la route est infinie. J'ai entendu dire que c'est impossible, qu'elle s'arrête forcément quelque part. Mais qu'en savent-ils, bon sang ? J'ai passé ici 5 ans de ma vie et il semble que j'en ai encore autant à tirer. À moins que je crève avant. C'est plus que probable. La durée moyenne de survie est de 3 ans et j'ai déjà gagné un peu de rab. Je n'aurai pas toujours la chance de mon côté. Un jour, la grande roue tournera vers le bas, m'entraînant avec elle. Peu importe. Cela vaudra mieux que de rester dans une cellule de 3 mètres sur 3. Même cet enfer extraterrestre qui n'a aucun sens est préférable. Enfin, je suppose. Oui,
Il semble que les conditions soient réunies. Comment s'est-il comporté ces derniers temps? Eh bien, vous le connaissez, ils semblent dociles comme des agneaux. Mais ils attendent de bons moments pour redevenir violents. Juste ce qu'il nous faut. Va-t-il accepter? Probablement. Parfait. Allez le chercher, je vais lui parler. Et sans garde. Vous savez que nous allons filmer la conversation, bien entendu. Bon, peu importe. Je veux juste que nous ayons l'air seuls. Vous pouvez enregistrer tout ce qui vous plaira. Très bien, je vais vous l'amener. Une bestiole moitié limace et moitié rhinocéros a sauté hier sur la route. Cela ne m'était encore jamais arrivé. J'avais toujours cru que rien ne pouvait se poser dessus. À l'évidence, je me trompais. Par chance, je l'ai vu à temps et j'ai pu passer au-dessus. Au mieux, l'animal n'était pas dangereux et voulait juste jouer avant qu'on lui caresse le dos. Peut-être l'aurais-je fait si la chose avait eu un dos. Enfin, à présent, elle est loin derrière moi et la route se déroule devant moi sans fin, toujours droite. 1. Ne pas abandonner le véhicule, sauf pour se ravitailler en combustible ou en ration alimentaire. Et même dans ce cas, ne rester dehors que le temps nécessaire. 2. Si un explorateur de la compagnie sollicite l'assistance d'un camarade, celui-ci doit lui apporter, sauf si cela l'oblige à désobéir à la règle 1. 3. Si un explorateur d'une compagnie rivale explore le même territoire que vous, il faut l'ignorer totalement, sauf si ses intentions se révèlent hostiles. 4. Ne pas dépressuriser la cabine tant que l'ordinateur de bord n'a pas réalisé une analyse complète de l'atmosphère. Même dans ce cas, restez prête à un changement de milieu ambiant. 5. Utilisez les pastilles de rêve au moins une fois toutes les 36 heures et, au plus, une fois toutes les 20 heures. Toute utilisation en dehors de ces limites sera consignée par l'ordinateur de bord et communiquée à la compagnie. Les peines encourues peuvent aller d'une simple amende à l'annulation du permis d'exploration. 6. Économisez le plus possible le combustible ainsi que les rations alimentaires. L'explorateur ne sait jamais à quel moment il pourra trouver un nouvel approvisionnement. 7. Maintenir à tout moment le générateur d'air en parfait état. Procéder à des révisions périodiques très régulières. La vie de l'explorateur en dépend. Les règles qui suivent sont applicables aux explorateurs de classe C. 8. Éviter le contact avec tout type de créatures rencontrées. C'est une mission du ressort exclusif des explorateurs de classe A. 9. Ne jamais quitter la route, en aucune circonstance, même si la vie de l'explorateur est en danger. Seuls les explorateurs de classe B peuvent visiter les alentours de la route. Vous savez probablement qui je suis, monsieur Slowowski. Il se borna à regarder l'homme, à le détailler de ses yeux clairs, presque albinos, inexpressifs. Je représente la compagnie de prospection, Albrecht. Je suis un recruteur d'explorateurs. À l'autre bout de la table, il y eut un léger mouvement, quasi imperceptible. J'ai reçu l'autorisation de vous sortir d'ici, si vous acceptez nos conditions. Les yeux se fermèrent, se muant en deux fentes bleues et froides. Il leva la main vers sa bouche et feignit de bâiller. « Eh bien, monsieur Slowowski, nous n'avons pas toute la journée, êtes-vous intéressé ou non? À votre avis ?» L'homme en costume sursauta devant cette voix monocorde sans nuance qu'on aurait cru produite par un mauvais synthétiseur. « On ne me paye pas pour avoir un avis. Êtes-vous intéressé par ce que je viens de vous dire? » Bien sûr que non. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez à m'offrir. Quant à vos discours, ils m'insupportent. Ce fut la plus longue phrase que prononça Stanislas Slowowski ce soir-là. Il aurait du temps, beaucoup de temps, pour se repentir d'avoir tant parlé. Il est là, un vaisseau de la compagnie. Ordinateur, mode visuel, agrandissement 538, passage en rétine validé.
Oui, c'est l'un des nôtres. Je me demande ce que doivent penser ces types là-haut, incapables de distinguer quoi que ce soit sous la couche de nuages, mais conscients que nous, c'est nous seuls, pouvons les voir. Attention, on dirait qu'ils larguent quelque chose. Oui, ils allument les fusées, puis les éteignent des parachutes. Zut, les colis vont tomber très loin. Bon, pour l'instant, je ne manque ni de combustible, ni de nourriture, je repars. Ordinateur, mode visuel, l'état normal, validé. Je passe en grande vitesse. Les réacteurs vrombissent sous moi. Je suis écrasé contre mon siège. Dans mon champ visuel, le monde disparaît en arrière, la route se déroule toujours droit, devant. Le signataire, Stanislas Slowowski, s'engage par contrat exclusif au service de la compagnie de prospection Albres, ci-après dénommée la compagnie en tant qu'explorateur de classe C, affecté à la planète connue sous le nom de Bluey Wee, système d'Erisio, alpha du grand chien, 5e planète. Le signataire s'engage à ne pas révoquer les termes du présent contrat sous peine de mort. En contrepartie, une fois celui-ci arrivé à son terme, la compagnie s'engage à lui remettre un versement minimum de 20 oscopos jours qui, le cas échéant, pourra être augmenté en fonction du temps écoulé et de l'état de l'équipement. Le signataire s'engage par le présent contrat à demeurer explorateur de classe C jusqu'à avoir parcouru d'un bout à l'autre le chemin dénommé la route, qui entoure la planète désignée ci-avant ou, à défaut, jusqu'à la découverte d'une porte. Au cas où le signataire déciderait d'abandonner la planète sans avoir rempli l'une des deux conditions précitées, la compagnie sera en droit de résilier le présent contrat et d'assigner son co-contractant fautif devant une cour pénale qui, en dernière instance, pourra prononcer la peine de mort à l'encontre du signataire. Le signataire s'engage en outre à respecter les spécifications du règlement des explorateurs sous-groupe C. Dans le cas contraire, la pénalité encourue pourra aller d'une simple amende prélevée sur son pécule à la résiliation du contrat avec toutes les conséquences qu'entraînera la dite résiliation. L'employeur, Joshua Fernan, représentant de la compagnie de prospection Albres, le signataire, Stanislas Slowowski. Première colonie Mont-Albres, Alpha du Centaure A, le 19 octobre, 438, 2E. Un système simple et efficace, l'espace suffisant dans la carlingue pour contenir le corps de l'explorateur, ni plus ni moins. Une partie de ces terminaisons nerveuses connectées à une série de circuits qui se chargent du corps de l'explorateur pour qu'il reçoive quotidiennement un nombre déterminé de décharges électriques qui font travailler ses muscles. Ainsi, il ne prend pas de poids et son système musculaire reste prêt à l'action. Non parce que la compagnie se préoccupe de sa santé, mais simplement parce que s'il grossit, il ne rentrera plus dans la carlingue et pourra mourir, ce qui redeviendra à perdre un bon investissement. Un système simple et efficace. Le corps de l'explorateur traité chimiquement pour qu'il n'ait pas besoin de dormir. Des pastilles de rêve qui procurent 20 minutes de sommeil paradoxal. Juste le temps nécessaire, ni plus ni moins. Non pas parce que la compagnie se préoccupe de la santé mentale de l'explorateur, mais simplement parce que s'il devient fou, il ne sera plus d'aucune utilité, ce qui reviendra à perdre un investissement rentable. Un système simple et efficace. Des aliments synthétiques apportent la ration calorique adéquate de protéines, de vitamines et de sels minéraux, le tout recyclable presque sans déchets. L'explorateur ne boit pas. L'eau nécessaire à son corps est fournie dans les aliments. Évidemment, la compagnie ne se préoccupe en aucun cas du confort de l'explorateur. Son seul intérêt est qu'il continue à parcourir une route absurde sur une planète de dingue. Hier, j'ai vu le hurleur. Enfin, ce qu'il en restait. C'était un type bien. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il a tenté de me tuer, bien que nous soyons tous deux employés de la même compagnie. Ensuite, nous avons appris à nous connaître. Je l'appréciais. Je crois que c'était réciproque, sinon il n'aurait pas partagé ses connaissances en informatique avec moi. Il a trafiqué mon ordinateur de bord, pour le rendre capable de s'adapter à mes désirs, comme s'il s'agissait d'une partie de mon corps. Enfin presque. Ces améliorations m'ont sauvé la vie, en plus d'une occasion. Son turbojet était complètement détruit. Certains morceaux avaient été projetés en dehors de la route.
Je ne sais ce qui lui est arrivé, ni ce qui a pu le percuter pour provoquer de tels dégâts, mais ça devait être un gros truc, très gros. Les réflexes du hurleur étaient vifs, les plus rapides qu'il m'ait été donné de voir. Une fois, il a évité un énorme animal malgré une marge de manœuvre très réduite. Il y est parvenu, et son turbojet en est sorti entier, sans une égratignure. J'aimais bien le hurleur. Il prenait la vie comme elle venait. À mon avis, la seule façon sensée qui soit. Je me souviens de notre dernière rencontre, il y a un peu plus de 2 mois. Il est venu vers moi, il m'a reconnu et a fait une série d'acrobaties avec son turbojet. Puis nous nous sommes arrêtés et nous avons parlé un assez long moment. Par chance, il y avait un ravitaillement de nourriture et de combustible près de l'endroit où nous nous tenions. Et nous avons pu trouver les ordinateurs pour quitter nos turbojets. À chaque fois que je sors de l'appareil, il me semble que je vais être incapable de marcher. Je me vois à plat ventre, par terre, bloqué, jusqu'à ce qu'une bête inconnue arrive et me dévore. Mais non, les maudites micro-impulsions maintiennent nos muscles en parfait état, ou tout au moins juste assez pour nous permettre de marcher, voire de courir, si nous le désirons. Nous sommes restés 2 petites heures à discuter. Il venait de la Terre, d'Europe, si je me souviens bien, et hier il était là, son cadavre mutilé, à demi sorti du turbojet. Nous nous entendions bien, je l'aimais bien. Peut-être que dans un autre monde, dans ma vie antérieure, il aurait été une de mes victimes, ou moi l'une des siennes, qui sait. Mais ici, nous étions devenus amis. Je l'appréciais, bon sang, et à présent, il n'est plus qu'un tas de viande à moitié pourri dépassant des restes d'un turbojet. Je finirai ainsi, tôt ou tard. Je heurterai un obstacle, comme le hurleur, ou bien il m'arrivera autre chose, et je cesserai d'exister. J'étais à l'arrêt, occupé à contempler les restes du turbojet et du hurleur, lorsque mon maudit ordinateur de bord m'a informé que je dépassais le temps de pause autorisé. J'ai enclenché la vitesse maximum, et je suis parti. Blue 5e planète de Sirius, alpha du grand chien, inapte à la colonisation, territoire exclusif des compagnies de prospection, sous-thème disponible, généralité et histoire, visibilité depuis l'orbite, tracé de la route, sous-classe d'explorateur, espèces animales et végétales, atmosphère et milieu ambiant, porte, visibilité depuis l'orbite. Les conditions de visibilité de la planète depuis une orbite basse peuvent être décrites comme nulles. Comme on peut le voir sur le cliché annexe, l'apparence de Blue UI est celle d'une boule couverte de nuages. Ces nuages se sont révélés impénétrables à tout type de sonde électromagnétique. Toutefois, cela ne signifie pas que ces radiations ne traversent pas la couche de nuages, mais qu'elles ne sont pas réfléchies. La planète absorbe toute l'énergie qui lui parvient, sans la rendre, du moins en apparence, puisque nous savons qu'un tel phénomène est positivement impossible. Si c'était le cas, la planète aurait disparu depuis longtemps, détruite par l'énorme surcharge d'énergie. Nous devons donc en conclure qu'elle consomme d'une manière ou d'une autre ces radiations qui lui parviennent. Les théories sur le sujet sont nombreuses et variées. Certaines prétendent que la planète utilise ces radiations pour créer les différents milieux ambiants qui entourent la route. D'autres avancent qu'elle les dissipe d'une façon que nous sommes incapables de détecter. En tout état de cause, il paraît évident que les radiations électromagnétiques et, concrètement, la lumière visible, parviennent à la surface de la planète. Les diverses observations des explorateurs le démontrent, pour la plupart d'entre eux, le ciel est parfaitement normal et certains y ont même découvert les constellations connues à l'exacte place où elles doivent se trouver, ainsi que les vaisseaux en orbite. La couche de nuages agit donc comme un écran unidirectionnel. Les radiations électromagnétiques peuvent le traverser en direction de la planète, mais non vers l'espace. C'est pourquoi les explorateurs peuvent recevoir des transmissions depuis les vaisseaux de leur compagnie, mais ils sont incapables d'émettre du sol. Seul un laser à rayon gamma est capable de traverser le bouclier qui entoure la planète. Mais son coût en rend l'usage déconseillé, sauf en cas d'urgence.
Les explorateurs ne l'utilisent que lorsqu'ils ont découvert une porte et désirent quitter la planète. En d'autres occasions, c'est l'ordinateur de bord lui-même qui le déclenche pour prévenir que son explorateur a rompu le contrat. En dehors de ces cas, l'explorateur ne peut pas communiquer avec sa base. À l'heure actuelle, nous ne connaissons la planète que par les cartes, plus ou moins détaillées, que les explorateurs survivants nous ont fait parvenir. Ces cartes ne montrent rien, si ce n'est que l'environnement de Bluy et Ui semble manquer de la plus élémentaire logique. On relève de nombreux cas où deux explorateurs traversant la même zone en ont fait une description différente, qu'ils soient concurrents ou collègues. Il fait nuit. Dans quelques minutes, je vais devoir prendre une pastille de rêve. Je n'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé. Mais j'ai besoin de dormir. En réalité, j'ai besoin de rêver, et sans les pastilles, je ne pourrais pas. Les gens de la compagnie sont des fils de pute, plutôt retors. D'abord, ils nous traitent chimiquement pour supprimer nos besoins de dormir, et ensuite, ils nous refilent une demi-heure de rêve concentré. Pour notre santé mentale, qu'ils disent. Si c'est vraiment la raison, autant laisser notre corps dans son état originel. Mais non, bien sûr, cela reviendrait à nous accorder des plages, minima de 8 heures de sommeil, 8 heures improductives pour la compagnie. Et ils ne peuvent pas se le permettre. Ils perdent déjà bien assez d'explorateurs. Je prends la pastille dans le pilulier. Elles fond lentement dans ma bouche avec une saveur douceâtre et mielleuse qui laisse une pointe d'amertume. La route se déroule devant moi. Je suis à la merci de l'ordinateur de bord. « 20 minutes plus tard, je me réveille au milieu d'un enfer de flammes multicolores. Dans la cabine, il fait une chaleur à crever. Imaginez dehors. Tous les voyants clignotent sur le tableau de bord. L'ordinateur est devenu fou. Bienvenue au club, tas de ferraille électronique, on est deux. Peu à peu, les flammes s'évanouissent, disparaissant au loin, derrière moi. Lorsque le nouveau milieu ambiant me paraît assez sûr, j'ordonne à ma boîte de conserve de s'arrêter et de vérifier toutes les données. Après une attente ennuyeuse d'une bonne dizaine de minutes, la voix artificielle m'informe qu'il n'y a aucun dégât grave. Certains capteurs ont enregistré une surcharge et la peinture a roussi en divers endroits. Mais nous avons dû dépenser presque la moitié du combustible en réserve pour nous sortir de là. Mauvaise nouvelle, mais cela aurait pu être pire. Au moins, j'ai de quoi tenir encore 2 ou 3 jours. Si je parviens à trouver un réservoir de combustible avant, je serai sauvé. Sinon, eh bien, j'ai toujours la solution d'appuyer sur le bouton rouge. Le turbojet s'élèvera et quelqu'un me récupérera là-haut. Seulement, cela signifiera que j'ai rompu mon contrat et la compagnie ne va pas apprécier. Mieux vaut ne pas y penser, ne penser à rien, suivre la route et prier pour trouver du combustible. Les portes. Ah oui, les portes, un thème intéressant, sans l'ombre d'un doute. Merci, Mihailovitch. Vous pouvez vous rasseoir. Les portes. Oh zut, ma pipe s'est éteinte. Les portes. Bien. Y a-t-il quelqu'un qui veuille s'exprimer sur le sujet? Personne? C'est bien ce que je pensais. D'accord, je vais vous parler des portes et vous dire ce que nous en savons. C'est-à-dire rien, pas le moindre détail. Jusqu'à présent, aucun explorateur de classe D ayant traversé une porte n'est revenu, si toutefois il avait abouti quelque part. Nous savons simplement qu'il se trouve là-bas, sur Bluey, que de temps en temps la route se divise et que ces bifurcations mènent à une porte. C'est tout. Fin de la démonstration. Non, je plaisante. Il nous reste encore quelques minutes. On me paye pour vous parler une heure entière, quoique mon exposé n'ait pas l'air de vous intéresser. Bon, parlons des portes. Ah, maudite pipe. Notez, je ne suis pas sûr non plus de m'intéresser moi-même. Vous pouvez rire, c'était une blague. En passant, il faut que j'arrête de fumer. Bon, où en étions-nous? Ah oui, les portes. Un nom bien trouvé, puisqu'elles ont exactement cette apparence.
Une vulgaire porte de maison, un truc rectangulaire avec une chose au milieu qui pourrait être une poignée, une fermeture, un ornement. Aucun moyen de savoir de quoi il s'agit. Et c'est vraiment tout, je vous assure. Lorsqu'un explorateur trouve une porte, il a le droit de mettre fin à son contrat. Il rentre chez lui, où que ce soit, avec son salaire, et la compagnie envoie aussitôt un explorateur de classe D pour examiner la porte. L'explorateur atterrit sur Bloéi, quoique atterrir ne soit pas approprié. Il vaudrait mieux dire Bloéi. Enfin, il se pose. Parfois, il a de la chance, le lieu où se trouvait la porte ne s'est pas évaporé, car c'est un incident qui se produit avec une relative fréquence. Et il la trouve juste à l'endroit indiqué. Il y arrive, la traverse et disparaît, et c'est tout. Et la sonnerie va retentir dans 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, pour demain, je veux une analyse de tri-équation de Karenkov. Au revoir. Un jour, j'ai eu une femme. Ou plutôt, je devrais dire qu'elle m'a eu. Ce sont les paroles d'une vieille chanson d'avant l'interrègne. Je les ai lues dans un des livres de Laoche Hernandez. Un grand bonhomme, ce Laoche. Nous nous serions bien entendus, pour sûr. Il aurait compris mes blagues sur Batman. Il en connaissait un rayon, sur le temps d'avant, le désordre, sur les chansons de l'époque. Mais pas seulement. Je regrette qu'il soit mort depuis près de 500 ans. Un vrai malheur. Ouais, j'ai eu une femme, ou elle m'a eu, peu importe, dans cet enfer insensé. Quoique je suppose que si l'enfer avait un sens, ce ne serait plus l'enfer. Ce serait en d'autres temps, comme on dit. Cela fait si longtemps, et pourtant je me souviens de son visage. Je la vois devant moi toutes les nuits lorsque j'éteins la lumière de la cabine pour me laisser guider par les phares éclairants, la route obscure et silencieuse. Oui, je le vois, avec une totale clarté. Un jour, j'ai eu une femme. Elle n'avait rien d'exceptionnel, sans doute, mais je l'aimais. Et je crois qu'elle m'aimait aussi, du moins au début. Non, elle n'était pas exceptionnelle, mais je ne l'étais pas non plus. Du coup, nous allions très bien ensemble, du moins aussi bien qu'il soit possible, dans un univers insensé. Un jour, j'ai eu une femme, oui, un jour, il y a si longtemps. Je me souviens de son visage, de ses yeux. Ah, ses yeux. Pourquoi un simple regard peut-il contenir tant de force, tant de beauté, tant de peine, tant de douceur? Ses yeux. Il devrait y avoir une loi contre de tels yeux, une loi qui les interdise, qui les empêche de venir me regarder, de venir interrompre les cauchemars hallucinés, des pastilles de rêve pour me faire agoniser d'angoisse. Il devrait y avoir une loi contre ce regard. J'ai eu une femme. Oui, moi. Elle n'était pas exceptionnelle, mais cette femme et ses yeux me regardaient comme... Ils me transperçaient. Nul autre n'avait ses yeux, personne. Elle n'était pas exceptionnelle, mais pourquoi voudriez-vous qu'elle l'ait été? Bon sang. Il suffisait qu'elle soit elle-même, il suffisait qu'elle ait ses yeux qui me regardent encore. Un jour, ou était-ce un rêve, j'ai eu une femme. Elle m'a eu. Ses yeux, sans défense, m'avaient capturé, attrapé. Un jour, j'ai eu une femme, et je l'ai tuée. Ses yeux n'ont cessé de me regarder, de ce regard profond et sans défense, tandis qu'elle se vidait de son sang. Je l'aimais alors qu'une poignée de médecins déclarait que j'étais fou. Je l'aimais alors qu'un procureur impotent me traitait de monstre. Je l'aimais alors que 12 individus frustrés délibéraient et me condamnaient à l'asile. Je l'aimais, oui, je l'aimais, j'aimais ses yeux. Je crois que je l'aimais, elle aussi. Un jour, j'ai eu une femme. Maintenant, je n'ai plus que la route, toujours devant moi. Il ne me reste qu'elle. J'avais une femme, mais plus maintenant. Je n'ai plus que son regard et la route. On devrait interdire un tel regard. Il devrait y avoir une loi contre de tels yeux. Oui, il faudrait. Le chemin se poursuit encore et encore, oui, avance devant moi sans tourner, toujours droit, étends-toi toujours plus loin, jusqu'à disparaître. Mais il ne s'efface pas,
Il continue de s'étendre toujours devant. Et autour de moi, rien. Je veux dire, rien que je puisse voir, juste la route, et sur les côtés une blancheur si éblouissante que je ne peux pas regarder. Il n'y a rien, juste la route. Le chemin continue toujours. C'est ce qu'a dit... qui ? Quelqu'un, je crois, oui, quelqu'un. Il va toujours de l'avant. Il ne s'arrête jamais. La splendeur blanche s'évanouit. Je me retrouve au milieu d'un ensemble de constructions disparates, désordonnées, faites d'un matériau rugueux, extrêmement poreux. On dirait qu'il palpite, comme s'il respirait. Absurde. Je demande à l'ordinateur qu'il contrôle l'atmosphère, irrespirable, comme je supposais, haute concentration de CO2 et quasiment pas d'oxygène. Et le chemin continue encore et toujours. Maintenant, je m'en souviens. C'est du vieil anglais. Un dénommé Frodon a prononcé ces paroles. Non, Bilbon. Ou les deux. Peu importe. Le chemin va toujours de l'avant. Allez, petite merde. Voyons ce qu'on peut faire de vous. Petite merde. C'est ainsi qu'il nous appelait. Petite merde. Nous ne valions pas mieux, à ses yeux, un ramassis d'ordures qu'il devait entraîner à survivre sur une planète qu'une race extraterrestre avait bricolée pour en faire le plus grand asile d'aliénés de l'univers. Eh bien, Shklovsky, c'est tout ce dont tu es capable ? Je croyais que t'étais un assassin célèbre, ou bien tu n'aimes que les victimes innocentes, espèce d'impuissant ? Il était grand. Les premiers jours, il m'avait paru immense, plus grand que la plus haute des montagnes. Ses muscles semblaient toujours sur le point d'exploser, de faire éclater sa chemise. Il était grand et sa mâchoire était moins carrée que son esprit. Il avait été soldat. D'après les rumeurs qui circulaient à voix basse la nuit dans les baraquements, le suicide d'une recrue l'avait contrainte à quitter l'armée. Nous avions peur de lui, mais toujours, je réalise qu'il devait avoir encore plus peur de nous. Et vous comptez vraiment survivre ? Comment allez-vous réagir lorsqu'une chose verte et baveuse se lancera à vos trousses ? Juarez, calme tes mains quand je parle. Il était terrorisé. Aujourd'hui, je sais qu'il avait peur, qu'il ressentait une véritable panique. Et il nous le faisait payer. Il se défoulait sur nous, comme autrefois. Il s'était vengé sur ce pauvre type qui s'était suicidé. Ce n'est pas que je ressente de la peine pour ce gars. Quand on n'est pas prêt à vivre, quel qu'en soit le prix, on mérite de mourir. Peu importe la merde dans laquelle tu es, la vie est la seule chose qui te reste, le seul élément auquel tu puisses t'accrocher. Il n'y a rien d'autre. Il n'existe rien qui vaille la peine. Oui, il avait peur de nous. Pas qu'on le tue, non. En fait, je ne sais pas trop ce qu'il craignait, mais il avait peur. Je me souviens encore de ses tout petits yeux, comme des petites billes, bleu clair, incapables de nous regarder en face. Le pauvre aurait chié de trouille dans son pantalon s'il n'avait pas eu si peur d'oser. Je me fous éperdument des capacités de l'ordinateur de bord. Je vais vous apprendre à survivre par vos propres moyens, même si je dois vous laisser crever pour y parvenir. Et il nous a bien entraînés. Oui, avec sa mâchoire de rhinocéros, il nous a appris à survivre. Avec la fumée repoussante de son cigare, il nous a montré ce que nous valions par nous-mêmes. Avec son esprit étroit et ses biceps hypertrophiés, il nous a rendus capables de sortir vivants du milieu le plus hostile qui se puisse imaginer. Et il nous a bien formés. Enfoiré de crétin, il m'attaque. Il n'avait rien de mieux à faire. Magnifique, comme si j'avais besoin de ça. Ils descendent. Bien, je vais leur montrer ce qu'est un roublard. Ordinateur, mode attaque, trajectoire 1, 3, 5. Validé. Ce tas de ferraille est une merveille, aucun doute. Et encore plus depuis que le hurleur l'a trafiqué. Le turbojet monte brusquement, ils me suivent, ils ignorent ce qui les attend. Les voilà juste en dessous. Ah zut, ils ont des lasers. Bon, allons-y. Ordinateur, arrêt complet, validé. Oui, très bien. Je commence à chuter comme une pierre tandis qu'ils continuent de monter. Allez, allez, mes petits gars. Vous allez mouiller vos frocs avant de mourir. Je retrouve la vieille sensation du chasseur. Bon sang, combien de temps depuis la dernière fois ? J'avais oublié. C'est magnifique. Le sol se rapproche de plus en plus. Encore un peu. Un tout petit peu. Ordinateur en avant, puissance maximale, validé. Et je remonte.
Ils sont toujours là-haut, complètement désorientés. Un beau petit tir à haute énergie, j'en ai eu un, trop facile. Voyons comment on va régler son compte à l'autre. Il vire, il se prépare à m'affronter. Je tire, mais je le manque. Excellent. Il est rapide, beaucoup plus rapide que son diable de compagnon que j'ai transformé en une torche de métal et de chair carbonisée. Joli tir, il m'a presque touché. Tourne encore, mon gars. Voilà très bien. Ordinateur, armée puissance 3, tirez. J'attends quelques instants, puis j'ajoute « Validé ». Il peut dire adieu à son cockpit, à sa précieuse vitre pressurisée. J'ajoute 2 autres tirs pour la forme, juste assez pour qu'il ait chaud aux fesses. Et j'attends. Un changement de milieu ambiant génial. Nous entrons dans une zone sans oxygène. Je le vois bouger, s'agiter de façon incontrôlée dans l'espace réduit de sa cabine. Il devient vert. Cet air est vraiment létal. Son turbojet vole sans contrôle. Il commence à tomber. Avec un peu de chance, il va s'écraser sur la route. Et s'il n'explose pas, je pourrai récupérer son combustible. Quelle partie de chasse. Pauvre diable, il n'aurait jamais dû m'attaquer. Ils étaient de la compagnie Stress, je crois. J'ai à peine vu leurs emblèmes. Aucune importance. J'ai passé une bonne journée. Dites-moi une chose, Snyders. Pourquoi nous ? Le médecin dévisagea son interlocuteur à l'abri derrière les verres de ses lunettes. Un objet anachronique qui lui servait de protection, du moins le pensait-il. Que voulez-vous dire ? Vous le savez trop bien. Pourquoi les compagnies recrutent-elles leurs explorateurs chez les dingues ? Pourquoi nous ? Le médecin haussa les épaules. Il croisa les mains, tambourinant de ses gros doigts boudinés. Eh bien, c'est compliqué, mais l'expérience nous a montré que les malades atteints de certaines pathologies mentales s'adaptent mieux au milieu de Bloéi que les gens normaux. Oui, un type normal deviendrait fou. Nous, on n'a pas ce problème, on est déjà tarés. Le médecin saisit sa pipe et l'alluma. Un autre anachronisme, une nouvelle défense, peut-être. Un nuage de fumée bleutée emplit la pièce, répandant une odeur agréable. Non, pas exactement. Je dirais que votre esprit, du fait de ses caractéristiques particulières, est mieux préparé à un environnement tel que celui de la planète Bloéi. Ouais, un vrai environnement de dingue, non ? Un milieu sans logique, sans but, comme nous ? La pipe s'éteignit. Le médecin entreprit de la rallumer. Et dites-moi, pourquoi acceptez-vous ce travail ? Tout vaut mieux qu'une pièce de 3 mètres sur 4. Même un asile extraterrestre, je suppose. Je reste arrêté près d'une demi-heure. Puis la voix artificielle de l'ordinateur m'informe que j'ai passé le délai autorisé pour une halte. Qu'il aille se faire foutre. Je n'ai jamais pensé que cela puisse m'arriver. Durant toute ma vie, je n'ai jamais eu de chance. Je ne vois pas pourquoi cela changerait. Bon sang, quelle décision prendre ? Je dis à l'ordinateur de tourner pour s'engager sur la bifurcation. Au bout, il y aura une porte. Et cela signifie un billet de retour à la maison. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas l'être. Le temps passe et rien ne change autour de moi. Il n'y a que le chemin et des ombres qui n'ont aucun sens. Ni ciel, ni sol, juste la bifurcation et l'obscurité. Mes vêtements sont trempés de sueur. L'ordinateur me demande si je veux un tranquillisant. Il dit que mon rythme cardiaque est monté en flèche. Qu'il me fiche la paix, je n'ai besoin de rien. Je veux assister au spectacle avec toute ma conscience, en étant moi-même. Le turbojet s'arrête. Un obstacle l'empêche d'avancer. Je scrute l'espace devant moi et je la vois. La porte. Elle est là, une porte bon sang. Je vais sortir de cet asile extraterrestre, je vais rentrer chez moi. Il me suffit de connecter le laser à rayon gamma, puis de monter en orbite. Un vaisseau de la compagnie viendra me récupérer. Ils me paieront et me renverront sur Albresse. Il est là, devant moi, muet, immobile, mon billet de retour. Mais pour où ? Pour aucun endroit qui vaille la peine en réalité, un autre hôpital ou la prison, ou bien cet endroit que les gens stupides appellent le monde réel. Billet de retour vers la folie. Billet de retour vers la monotonie, le gris, les visages impavides.
billet de retour vers l'abîme, vers un univers sans yeux que j'ai moi-même éteint. Une porte, une sentence qui me condamne au retour vers le monde de dehors. L'ordinateur de bord m'interpelle et me demande l'autorisation de contacter la compagnie pour l'informer de ma découverte. Je lui ordonne d'attendre. Il va patienter au moins pendant quelques minutes. Ensuite, que je le veuille ou non, il appellera. J'ai peu de temps. Je dois me décider. J'effectue un test de l'environnement extérieur. L'air est un peu froid, mais il est respirable. J'ouvre le cockpit. Je saute du turbojet. La voix de ferraille de l'ordinateur me demande où je vais. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Je m'approche de la porte. Elle n'a l'air de rien d'autre. Une porte ordinaire, comme on en trouve des milliers, qui se tient seule et immobile au milieu de nulle part. Je la regarde un long moment. Derrière moi, l'ordinateur hurle comme un fou. Il m'avertit qu'il va contacter la compagnie et que si je ne reviens pas, le turbojet ne pourra pas être récupéré, stupide machine. Je contemple la porte. Elle représente un billet, oui, mais pas de retour. Ma main s'élève tremblante pour la toucher. Elle ne rencontre que du vide. J'esquisse un pas, puis un autre. Mon visage se trouve à quelques millimètres du seuil. Décide-toi, encore un pas. Je traverse la porte. La route est une nouvelle de Rodolfo Martinez, extraite du recueil Dimension Espagne, anthologie de la science-fiction espagnole, publiée aux éditions Black Côte Presse. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.